C'est en 2021 que Marie Vintras se fait connaître avec Blizzard, qui fut une révélation saluée par la critique, les libraires et les lecteurs. Un premier roman au succès mérité, récompensé par plusieurs prix. Un succès qui s'apparentait aussi à une nouvelle vie pour celle qui jusqu'alors s'était révélée dans l'étude du droit et le métier d'avocate, mais qui avait gardé intact son rêve de gamine de devenir écrivain. Après Blizzard, voici le nouveau roman de Marie Vintras, Les âmes féroces, et elle confirme tout le bien que l'on pensait déjà d'elle. Comme dans son précédent titre, nous voici aux États-Unis, mais après l'Alaska, l'autrice plante son décor dans une petite ville du milieu des États-Unis, une petite ville sans histoire et sans âme, où tout le monde se connaît et vit dans une apparente harmonie. Mais un jour, un matin de printemps, Léo, une adolescente de 17 ans, est retrouvée morte dans une zone inhabitée à quelques kilomètres du centre-ville. Dès lors, comme dans un polar, on va chercher à savoir ce qui s'est passé et qui a commis le meurtre. Mais, précisons-le, nous ne sommes là ni dans un polar, ni dans un thriller ou un roman noir. Non, c'est bien un roman sociétal que nous propose Marie Vintras, et au-delà de l'intrigue, c'est bien la peinture de cette micro-société que nous propose l'autrice, une peinture révélatrice de notre époque contemporaine. Qui sont-ils, tous ces gens qui peuplent la petite ville de Mercy? Qu'ont-ils à cacher? Quelles sont leurs joies, leurs peines, leurs jalousies? Et finalement, que représente symboliquement la mort de la jeune Léo? Construit en 4 parties, comme les 4 saisons d'une année, la romancière donne la parole à 4 protagonistes qui, chacun leur tour, à la première personne, vont raconter l'histoire et laisser entrevoir leur implication dans le drame. Lorraine, la femme shérif, Benjamin, le prof de français, Amy, l'ado rebelle et désabusée, la meilleure amie de Léo, et Seth, le père de la jeune victime, emmuré dans sa solitude, sa fragilité et l'incompréhension face au drame qui le touche. Au fil des pages, le lecteur est transporté au cœur de cette petite ville américaine, intrigué par l'histoire, habilement construite et qui tient ses promesses jusqu'au bout. Mais c'est aussi l'ambiance qui interpelle, les personnages avec leur complexité et leurs failles. Et puis surtout, il y a l'écriture. Cette écriture qui vous cueille, vous saisit, vous émeut et donne au livre toute sa force. Vous l'aurez compris, ce livre est un coup de cœur. Le nouveau roman de Marie Vintras s'intitule Les âmes féroces et il est publié aux éditions de l'Olivier. Bonjour Marie Vintras. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes dans l'actualité avec ce qui est votre deuxième titre publié aux éditions de l'Olivier, Les âmes féroces. On vous a découverte en 2021 avec Blizzard et le joli succès que l'on sait. On va en reparler bien évidemment. Si vous deviez définir votre relation à l'écriture et plus largement à la littérature, à la lecture, que diriez-vous? C'est une forme de compagnonnage, enfin de compagnon, voilà, quelque chose qui m'a accompagnée dans l'enfance, où je pense que je me sentais un peu seule. Et ça reste un refuge, un endroit vraiment familier et amical. Alors, essayez de plonger dans vos souvenirs lorsque vous étiez gamine. Y a-t-il un souvenir de lecture et puis plus tard, lorsque vous êtes adolescente, que vous commencez à découvrir les auteurs, là aussi peut-être une référence? Je me souviens de L'homme à l'oreille cassée, à 9-10 ans. Je pense que c'était un ami libraire, un ami de mes parents qui était libraire, qui avait dû me l'offrir. Et puis alors ce titre très bizarre, L'homme à l'oreille cassée, voilà, ça m'intriguait. Et puis à l'adolescence, à peu près comme tout le monde, au moment où vraiment on déprime, Sartre, voilà, l'existentialisme, Sartre, la déprime totale. J'ai eu ma période assez courte, mais où j'écrivais en conséquence d'ailleurs des trucs très très noirs. Et vous avez l'impression que justement dans ces années d'adolescence, de jeune adulte, la lecture vous a fait grandir, vous a apaisé, vous a soulagé peut-être de certaines interrogations? Non, je pense que je ne raisonnais pas comme ça. C'était vraiment une compagnie. Je dois dire que mes parents lisaient toujours. Il y avait toujours un livre sur leur table de chevet. D'accord. Donc c'était quelque chose de très... Et puis c'était une autre époque. Je ne vais pas avoir l'air centenaire, mais c'était quand même une époque où on lisait tous beaucoup plus. Donc voilà, c'était quelque chose de très naturel et finalement pas très conscient ou pas très réfléchi. Mais vous vous en êtes emparé. Vous disiez que l'écriture était peut-être aussi venue un peu dans ces moments-là. Ça veut dire que l'envie d'écrire, c'est pareil, c'est une évidence? Oui, c'était très très lié en fait, lire de la fiction et écrire des histoires. C'était juste les deux morceaux d'un même meuble ou d'un même objet.
Donc je pense que l'un n'allait pas vraiment sans l'autre. Après, il y a eu des périodes de ma vie où l'un allait vraiment sans l'autre. Mais c'est très très lié, effectivement, ça nourrit l'imaginaire, donc ça nourrit l'écriture. Je le disais, on vous découvre en librairie en 2021 avec Blizzard. Il y a en parallèle une autre vie plus professionnelle. Vous avez fait des études de droit, vous travaillez dans cet univers-là. Et puis, il y a cette aventure de la publication du premier roman. C'était hier, hein, 2021. Néanmoins, quels sont les souvenirs que vous gardez de la première fois, par exemple, où vous avez vu le livre en librairie ou des premiers retours de lecteurs? Oui, c'est vraiment un souvenir qui d'ailleurs ramène presque à l'enfance. Moi, je voulais écrire à 9 ans, je m'imaginais passer apostrophe et interviewée par Bernard Pivot. Donc j'y suis arrivée à 49 ans, ça a mis quand même 40 ans. Mais donc vraiment, j'ai eu un plaisir de... les 3 premiers libraires que j'ai rencontrés en mai, invités par Page des libraires, donc les 3 premiers avis extérieurs sur le livre, c'était les rois mages. Vraiment, j'avais 3 personnes qui me parlaient de mon livre. La première fois que j'ai sorti un exemplaire du carton, c'était vraiment un plaisir d'enfant. C'était Noël tous les jours et ça a été, je pense que j'en ai vraiment bien profité. C'était un souvenir vraiment, voilà, je pense que le relier à l'enfance, c'est tout à fait juste. Vous avez raconté qu'effectivement la publication de ce premier livre arrivait peut-être un peu plus tardivement que ce que vous auriez souhaité, ou finalement c'est la vie qui a voulu ça, il n'y a pas d'amertume là-dedans? Non, j'ai pas d'amertume, je peux avoir un peu de regret parce que je ne sais pas si j'en écrirais 30 par exemple, je serais peut-être en EHPAD à la fin du 30e, mais je pense qu'il y a un moment où on est mûr pour faire les choses et j'ai pas été très rapide, mais je suis globalement pas très rapide au quotidien, je préfère me hâter lentement. Donc voilà, c'est arrivé à 49 ans, faut l'accepter comme ça. Mais c'est vrai que c'était drôle d'être avec des primo-romanciers qui étaient tout jeunes, qui avaient moins de 30 ans, 25 ans, 26 ans. Donc j'avais l'impression d'être... mais traités en même temps par les médias, par les libraires, comme En tant que si... primo-romancière. voilà, primo-romancière, donc petite jeune. Lorsque vous publiez Blizzard, il y a très vite un engouement qui est à la fois de la part des critiques, de la part des libraires, de la part des lecteurs. Il y a ce joli succès, ce qui veut dire que vous êtes sollicité. Vous parliez au tout début de l'entretien de cette solitude de l'enfance. Là, vous avez d'un seul coup été sous la lumière des projecteurs. Comment l'avez-vous vécu? Avez-vous senti cela un peu vertigineux parfois? Et cela a-t-il pu être un peu déroutant par rapport à l'envie de continuer à écrire? Ou au contraire, tout cela s'est-il fait de façon très sereine? C'était pas la presse est passée complètement globalement à côté du livre. C'était vraiment un livre de libraire. C'était vraiment un livre. Donc j'ai fait des librairies. Donc ce sont des tout petits projecteurs en librairie. J'ai fait peu d'émissions. J'ai fait effectivement la grande librairie qui était très importante, mais c'était quasiment la semaine de sortie. J'ai pas eu le temps de réfléchir. Donc il n'y a pas eu cet effet projecteur. Voilà. Alors ce moment-là passé pour Blizzard, effectivement, ensuite pour le deuxième, on se dit ça va être une autre histoire en réalité. On a perdu un peu la magie de ce premier moment. Et qu'est-ce que ça va être? On est davantage sous les projecteurs. Blizzard a eu le prix des libraires, les journalistes ne l'avaient pas tellement repéré. Donc là, effectivement, j'ai eu beaucoup plus de presse sur les âmes féroces. Donc c'est pas le même public, c'est pas la même démarche, c'est pas forcément j'aime, ça peut être aussi j'aime pas. Mais c'est une pression supplémentaire? Oui, Ou vous arrivez à faire abstraction? je dirais que si je continue sur la métaphore de l'âge, c'est d'une entrée à l'âge adulte en fait. Là, c'est une entrée à l'âge adulte avec des choses parfois moins agréables. C'est plus réaliste en réalité. J'étais vraiment sur un petit nuage pour Blizzard. Donc là, je suis redescendue. Vous évoquez donc cette solitude de l'enfance, il y a aussi la solitude, qu'elle soit réelle ou fantasmée, de l'écrivain. Et puis vous avez quand même après ce contact avec les libraires, avec les lecteurs, et des retours qui sont positifs. Comment vit-on cette nouvelle relation avec ce public invisible parfois? Là, j'attendais rien, puisqu'on m'avait bien répété que le deuxième roman, ça allait être une catastrophe, ils étaient souvent très mal reçus. Donc je partais d'une attente à peu près au ras du sol. Donc les avis des libraires assez fidèles, qui ont aimé le premier, qui ont aimé le second, ça, voilà, petit à petit, ça remet de la confiance et mais vraiment, je prends ça maintenant de manière beaucoup plus... Je dirais que le soufflet est retombé et qu'on est revenu à quelque chose de normal. En fait, j'ai rejoint le bataillon des auteurs et autrices. Je suis plus primo-romancière, donc je rejoins la masse. C'est pas plus mal. Et vous savourez? J'ai du mal à savourer de manière générale, donc j'ai du mal à profiter du moment. Mais c'est vrai que j'ai conscience que ça se passe bien, alors que ça aurait vraiment pu se passer très mal.
Ça se passe bien et on est heureux de vous accueillir. Marie Vintras, votre actualité, c'est aux éditions de l'Olivier. Ça s'appelle Les âmes féroces. Avec Blizzard, vous nous emmeniez déjà dans une partie des États-Unis. C'était l'Alaska, c'était une ambiance, nous étions dans une tempête de neige avec cet enfant qui disparaissait subitement. Les âmes féroces, c'est encore l'Amérique, c'est une autre partie de l'Amérique, dans une petite ville qui s'appelle Mercy. Tout va très bien dans cette petite ville, mais ce sont les apparences, parce qu'il y a aussi les regards que l'on jette sur le voisin, les rideaux qui se lèvent pour voir ce qui se passe dans la rue, et puis surtout, il y a ce matin où l'on va retrouver le corps de Léo. Léo, c'est cette jeune fille de 17 ans que l'on retrouve morte à quelques kilomètres seulement de Mercy. Et pendant une année, à raison de 4 chapitres qui sont les 4 saisons, on va découvrir vraiment ce qui s'est passé. Un petit peu comme dans Blizzard, le point de départ, c'est une enquête, c'est une intrigue, c'est un suspense, mais on n'est pas du tout dans un thriller, on est plus dans un roman sociétal et roman choral aussi, puisqu'à chaque chapitre, c'est un protagoniste différent qui prend la parole. Comment naît cette histoire? Qui est-elle, cette jeune Léo que l'on va retrouver morte? C'est une jeune fille effectivement dont on ne va pas savoir grand-chose. On n'a d'elle que le portrait dressé par petites touches par les quatre protagonistes et puis ce petit prologue qui est la seule partie du livre dans lequel on entend un tout petit peu sa voix. Comment dans une si petite ville où on a l'air de prendre soin les uns des autres, on peut rester un parfait étranger. Un mot sur les différents personnages que l'on va retrouver au fil des saisons. Donc, il y a cette femme shérif qui est aussi pleine de fragilité. En apparence, comme ça, elle a l'air très forte, elle a envie de mener à bien sa mission de shérif, mais elle a aussi ses failles. Qui est-elle, Lorraine? C'est une femme qui est devenue shérif par hasard, mais au fond, on ne sait pas trop si elle avait vraiment envie d'occuper ce poste. Ça ne dérange personne tant qu'il ne se passe rien dans cette petite ville. Mais à partir du moment où il se passe quelque chose, là, il y a toujours un homme pour se dire qu'il faudrait peut-être reprendre les choses en main. On va estimer qu'elle n'est pas à la hauteur. Voilà, donc effectivement, elle ne paraît pas à la hauteur. Je pense qu'un lecteur normalement averti à la fin de sa partie se dit qu'elle n'est probablement pas très douée pour mener une enquête, mais elle ne lâche pas. Ce qui est pour elle un événement qui va d'ailleurs changer sa vie, puisqu'avant elle est shérif de pacotille et elle va devenir véritablement une enquêtrice. Il y a un autre personnage intéressant que l'on retrouve puisqu'il prend la parole à un moment, puisque chaque protagoniste prend la parole. C'est ce professeur de français qui était promis à une brillante carrière et puis qui, on ne va pas tout dévoiler, mais se retrouve en tout cas professeur dans cette petite ville et puis qui à un moment va aussi devoir s'expliquer. Il représente quoi, ce professeur, Benjamin? C'est vraiment, avec Blizzard, j'étais un peu restée sur ma faim sur l'ambivalence des personnages. Là, je voulais vraiment un roman avec des personnages ambivalents, et je crois qu'il n'y a pas plus ambivalent que ce personnage, ou le personnage d'Amy, dont on parlera peut-être après, puisqu'on peut commencer la partie de Benjamin en se disant c'est un type plutôt sympa, et se dire au bout d'un moment, bon, il a quand même fauté, gravement fauté, et il n'a pas été puni pour ça. Donc c'est un personnage ambivalent qui décide qui se retrouve dans cette partie, dans un endroit particulier, dans lequel il fait vœu de silence. Il décide de ne plus parler et qui doit expier une faute. On ne sait pas laquelle, on ne sait pas si c'est une faute actuelle ou une faute plus ancienne. Et il fait partie de ces personnages qu'on va montrer du doigt, alors que juste avant, on avait plutôt tendance à l'encenser pour ses compétences en tant qu'enseignant. Vous avez évoqué Amy. Amy, c'est la meilleure amie de Léo. Une amitié d'adolescence avec tout ce que ça peut impliquer, c'est-à-dire que l'amitié peut très vite se retourner. Et puis Amy, c'est aussi la représentation de l'adolescente pas forcément très bien dans sa peau. J'étais vraiment très très attachée à l'idée de traiter, d'avoir un personnage adolescent, parce que je trouve que c'est la période de notre vie la plus compliquée. Donc je voulais ce personnage d'adolescente qui s'apprête, qui est presque déjà une femme, elle a grandi un peu trop vite. Une adolescente en colère, elle est très en colère et sa colère a des conséquences compliquées. Voilà, c'est un personnage vraiment, je pense sur les 4, le personnage que je voulais traiter avec le plus de conviction. C'est un personnage pour lequel il faut trouver un juste ton. Je ne suis plus adolescente, il ne faut pas tomber dans la caricature, il faut être juste.
Voilà, elle est assez ambivalente, comme les adolescents sont ambivalents. On les adore, on a envie de les étriper, on a envie de les... Amy, elle est à la fois attachante, énervante et on a envie de la protéger aussi. Et puis il y a ce quatrième personnage qui est le père de Léo. Il vit seul. Et puis il est représentatif aussi de ce que peut donner l'Amérique, c'est-à-dire qu'un jour on peut être au sommet, puis le lendemain on peut s'écrouler financièrement, puisque son garage a fait faillite et que tout le monde lui a tourné un peu le dos, et notamment les parents d'Amy, avec qui il était originellement ami. C'est quoi? C'est cette représentation aussi de l'Amérique? Oui, 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 bon, ça arrive en fin de livre, donc on a commencé à voir cette peinture s'effriter un peu. Et effectivement, en arrivant au personnage de Seth, qui est le seul personnage qui a tout perdu pendant la crise des subprimes, donc il est en ville, celui qui a vraiment perdu son garage, sa maison, sa femme est partie dans la foulée. Et lui aussi, on va le montrer du doigt. Voilà, et donc c'était important. Je pense qu'on ne peut pas traiter l'Amérique sans traiter cette question de l'inégalité sociale, sans traiter la question des violences aussi faites aux femmes que Lorraine aborde. Voilà, c'est une société civilisée, occidentale, mais profondément inégalitaire. On l'a dit, le livre, le roman démarre un peu comme un thriller avec le meurtre de cette adolescente, et puis on va chercher à comprendre pourquoi et qui a commis ce meurtre. On est toujours sur le fil. Là, ce qui est important, c'est la psychologie des personnages, et puis il y a cette ambiance avec cette petite ville proprette et qui s'écorne au fil des pages. Dans quel état d'esprit étiez-vous lorsque vous étiez dans l'écriture de ce roman, qui est un roman qui est relativement pesant dans son intrigue? Oui, il était moins pesant que Blizzard, moins pesant. Et surtout, je l'ai écrit en 2 temps, puisque je l'ai commencé quand j'ai expédié Blizzard par la poste, donc en février 2020. Et je l'ai bien avancé jusqu'à la sortie de Blizzard. Et après, il y a eu un temps de... Je n'ai pas touché pendant 9 ou 10 mois consécutifs. Donc, il y a vraiment eu 2 temps d'écriture. Donc, la première partie jusqu'à la sortie de Blizzard, sans aucune idée de ce que donnerait la sortie de Blizzard, c'était relativement insouciant. C'était une histoire qui coulait, qui me plaisait. Et quand je l'ai reprise et que j'ai terminé le livre, c'était plus compliqué. J'avais vraiment conscience du premier livre, vraiment conscience de ce que c'était que de publier un livre. Et du coup, l'écriture s'en trouve un peu changé. Le lecteur existe alors qu'il n'existait pas au début. Et même si on n'écrit pas pour le lecteur, pour lui faire plaisir, en se disant il attend telle ou telle chose, il y a quand même un petit parasitage du tiers qui n'était pas là jusqu'ici. Quand il n'y a plus que le vide à votre table, le vide dans votre lit, le vide partout où votre regard se pose, vous le remplissez comme vous pouvez, avec des miettes, avec des cendres, avec le peu qu'on vous a laissé. Il y a aussi dans votre écriture une poésie parfois très, très mélancolique. Vous êtes d'accord avec cela? Je suis très touchée que vous ayez lu ce passage-là, parce que c'est un passage que j'aime beaucoup et dont je sens, avec également le prologue, que je ne suis pas sur le même ton que le reste du livre. Effectivement, je suis plus sur ce passage-là, sur une recherche de la sonorité des mots, une recherche de sensations. On n'est plus seulement dans l'histoire. Jusqu'ici, j'étais convaincue que je voulais raconter des histoires, et là, il y a peut-être effectivement sur la forme littéraire quelque chose à creuser. Je confirme. Il y a une intrigue, il y a une ambiance, il y a des personnages, et puis il y a aussi cette plume qui fait des âmes féroces, pour moi, un véritable coup de cœur. Marie Vingras, c'est votre actualité, et ce livre est publié aux éditions de l'Olivier. Merci beaucoup. Merci.